Sur notre territoire, rien qu'en France, il y a vraiment énormément de projets démonstrateurs ou de projets qui sont un peu plus confidentiels et qu'il faut juste aller dénicher. Un jour, aller voir une maison en terre, le lendemain, aller voir une maison en container, le surlendemain, voir une maison en chanvre. En fait, ce Tour de France, il nous a aussi permis de découvrir qu'il existe dans plein de régions très différentes aux quatre coins de la France, des filières des matériaux et des matériaux locaux qui ont du sens pour la construction. Les filières du ciment, du béton, de l'acier se battent très fort pour empêcher les filières bois, les filières locales, les filières biosourcées, les filières terre de se développer. Toujours cette volonté de questionner notre manière d'habiter, tout simplement, que ce soit écologique, c'est le terme qui réunit un peu plein d'enjeux différents, mais la question c'est comment avoir un regard critique et des propositions pertinentes sur la manière d'habiter. Donc ça amène forcément des remises en question sur nous, comment on appréhende la nature qui nous entoure, et comment on s'en sert ou comment on en parle, etc. Bienvenue dans le podcast La Case Robinson, le podcast qui parle d'éco-construction et d'habitat écologique. Au croisement de l'architecture, du bien-être et de l'écologie, je pars à la rencontre de celles et ceux qui mettent ces sujets au cœur de leur vie. Je suis François-Xavier Parent, entrepreneur, formateur en éco-construction et auteur du blog lacaserobinson.fr. Parce que l'éco-construction est encore trop peu démocratisée, et que cette démarche demande parfois de surmonter des obstacles inattendus, je vous propose des témoignages inspirants pour vous aider, je l'espère, vous aussi, à créer des lieux plus écologiques, plus sains, plus confortables, qui vous nourrissent au quotidien. Parce que la maison est un abri, un lieu intime, parfois un miroir, aujourd'hui je vous emmène dans la case d'anatomie d'architecture. ADA est une coopérative composée de 3 architectes et d'un anthropologue qui militent, comme ils le disent eux-mêmes, pour faire changer les pratiques dans le monde du bâtiment, développer des alternatives de construction écologique et démocratiser l'information sur ces enjeux pour décarboner nos maisons. Dans cet épisode, je reçois donc 2 de ses membres, Raphaël Walter puis Emmanuel Stern, pour parler de leurs projets et de leur vision du métier. Ils partagent notamment leur retour d'expérience sur 2 projets majeurs qu'ils ont conduits ces dernières années. Tout d'abord, un projet de recherche qui les a menés sur les routes de France pour visiter et étudier une trentaine de maisons écologiques et innovantes. Puis ils nous parlent de l'éco-rénovation d'une maison en ruine en Normandie, avec un cahier des charges ambitieux, puisqu'ils demandaient 0% de béton, 0% de plastique et 100% de matériaux naturels provenant d'un rayon de moins de 100 km. Un défi ambitieux qu'ils ont relevé avec brio pour livrer un projet à la fois magnifique et porteur de sens. J'ai beaucoup aimé échanger avec eux et écouter leur méthodologie et leur philosophie pour concevoir leur projet. J'espère que cela vous inspirera vous aussi. Bonne écoute. Donc, bonjour Raphaël, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour. Je suis très content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui pour parler d'architecture, mais aussi de territoire et de matériaux, puisque tu fais partie de la coopérative Anatomie d'architecture, qui réalise des projets de construction et aussi de rénovation, et qui porte aussi des projets de recherche et d'expérimentation sur le sujet de l'habitat écologique. Donc c'est assez large et il y a plein de choses intéressantes à discuter ensemble. Donc avant d'aller dans le détail, est-ce que tu peux simplement te présenter et puis présenter la coopérative ? Ok, alors moi je suis Raphaël Walter, donc je suis architecte, je suis l'un des cofondateurs de la coopérative Anatomie d'architecture, que j'ai fondé avec Mathis Raget, qui est architecte également, et Emmanuel Stern, qui lui est plutôt anthropologue de formation et qui maintenant exerce en tant que maçon artisan terre. Et on a été rejoint par Alice Mortamet, qui est architecte de formation et qui, elle, a aujourd'hui plutôt aussi une activité d'artisane terre. Cette coopérative, cette SCOP, elle a pour spécificité de travailler sur la construction écologique et l'habitat écologique, mais à travers différents prismes et différents types d'activités. Que nous on a appelé construction, recherche et transmission. Et donc dans la construction, on a une activité d'architecte où on dessine, on préconise des matériaux peut-être trop rarement utilisés dans la construction, donc la paille, la terre, le chanvre, enfin des matériaux de réemploi, des choses comme ça. La construction, c'est aussi une activité d'artisans, notamment Manu et Alice qui à Marseille au quotidien sont sur des chantiers de rénovation de bâtiments anciens, un petit peu de neuf aussi, où ils mettent en œuvre de la terre avec différentes fibres ou sans fibres. Il y a un deuxième pan qu'on appelle nous la recherche, qui était à l'origine de la création de la SCOP,
Ce qu'on appelle de la recherche, c'est des moments, des périodes sur lesquelles pendant lesquelles on va sur le terrain, rencontrer des acteurs qui œuvrent pour développer des filières de matériaux écologiques à différents stades du processus. Donc ça peut être soit des producteurs, donc je sais pas, des agriculteurs, des exploitants forestiers, des carriers, des choses comme ça, des personnes qui transforment ces matériaux. Ça peut être des tailleurs de pierre, ça peut être même des industriels, des petits industriels. Et après aussi des artisans qui mettent en œuvre ce type de matériaux, et voire même des architectes. Et on essaie de recueillir ce type de témoignage, de le synthétiser pour le transmettre un peu aux professionnels et surtout beaucoup au grand public. Et donc le troisième pan qui est une grande partie de notre activité aussi, c'est la transmission, parce que toutes ces informations, on les transmet sous forme d'expositions qui sont souvent illustrées, un peu sous forme de BD, de la façon la plus ludique possible pour que ça soit accessible, et également sous forme de livres, et un peu aussi sous forme de films. Et la transmission aussi, pour nous, c'est beaucoup à la fois des chantiers écoles, où dans plusieurs projets, on met en œuvre des semaines pendant lesquelles on ouvre le chantier à des personnes qui veulent venir se former à des techniques. Et c'est également des formations, particulièrement à Marseille depuis 1 an et demi, où dans le centre de Marseille, Emmanuel et Alice ont un lieu sur lequel ils forment des gens à différentes techniques de construction sur des petits prototypes, échantillons de murs, etc. Autour de la terre et des fils. Voilà. Excellent. Ouais, donc c'est très vaste, c'est ça qui est super intéressant aussi dans votre approche. Je voulais donc on va détailler un petit peu sur justement vos activités actuelles et puis revenir aussi sur du coup les ouvrages que vous avez publiés qui vont pouvoir imager un petit peu ce que tu racontes. Et je voulais revenir juste sur le début. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous réunir et puis aussi de vous lancer dans cette aventure et dans ce schéma de scope, enfin de structure qui sort du cadre usuel des agences d'architecture. Vous êtes architecte de formation et effectivement c'est assez éloigné des agences contemporaines d'architecture. Vous intéressez beaucoup aux matériaux, beaucoup aux artisans, beaucoup au savoir-faire et beaucoup au territoire. C'était quoi un petit peu la genèse du projet et cette envie qui vous a lancé dans ce projet, dans cette coopérative? Je pense l'un des points de départ, en tout cas de mon point de vue, c'est la découverte de la pratique du métier d'architecte à la sortie de l'école, où on passe plusieurs années, donc 5 à 6 ans, à avoir une pratique assez théorique, très intellectuelle du projet, de la spatialité, voilà. Moi, j'ai appris l'architecture un peu comme à l'ancienne. Alors, je suis quand même pas si vieux que ça, comme les grands maîtres où on a imaginé les projets en carton-plume, où on se posait pas une seconde la question de la matérialité. Donc, on partait du principe que c'était certainement du béton, peut-être, je sais pas. Et voilà. Et ça s'est traduit par une arrivée dans le milieu du travail, enfin le monde du travail dans les agences d'architecture. Alors assez de différentes tailles, plutôt conventionnelles, et c'était la même chose pour Mathis, qui était sorti de l'école d'archi à peu près en même temps. Voilà, on a découvert ce que c'était. C'était c'était un travail assez laborieux, beaucoup de labeur sur des projets auxquels on était très peu rattachés. Enfin, moi, je me suis retrouvé dans des agences d'archi à faire des usines en Inde pour Dassault. Enfin, voilà, Mathis a pu faire des stades de Qatar. Enfin, on était vraiment dans ce genre de schéma. Et puis voilà, au-delà de la question un peu idéologique, politique, enfin il y avait vraiment une question d'ennui en fait, vraiment, et de perte de sens dans la pratique de ce métier. Voilà, et à ce moment précis, on a fait la rencontre d'Emmanuel, qui lui a eu un parcours assez différent et qui plutôt s'est formé qui a d'abord fait un mémoire en anthropologie sur les cultures constructives et qui s'est spécialisé notamment sur les constructions en terre au Mexique. Voilà, et la rencontre avec Emmanuel nous a un petit peu initié à ce type de construction qui nous était assez étrangère en fait en tant que jeune personne formée à l'architecture.
Et voilà. Et c'est à l'occasion d'un chantier participatif pour une maison en pisé où Emmanuel et Mathis ont passé beaucoup de temps ensemble, que Mathis est tombé amoureux de cette technique-là. Et puis, il se trouve que sur ce chantier, il y avait beaucoup d'architectes qui se sont amusés à documenter les techniques qui étaient mises en œuvre sur ce chantier participatif, qui parfois pouvaient en apparence sembler un peu, je sais pas, primitifs peut-être, et qui en fait, derrière lesquels se cachait une grande intelligence constructive. Et moi, j'ai fait la coach, j'ai rencontré les Manu et j'ai revu Mathis à l'issue de ce chantier, puis on en a discuté et on a eu l'idée que ce type de technique, ce type de chantier méritait d'être documenté plus largement, plus méthodiquement, et peut-être même avec des outils d'architectes. Et ça a donné lieu à notre premier projet qui n'était pas un projet d'architecture, mais qui était un projet qui avait tendance à nous éloigner du monde de l'architecture, qui était plutôt un projet de recherche, un projet journalistique quasiment, qui s'appelait le Tour de France des maisons écologiques. On peut parler de ce premier projet qui est très intéressant, qui a donné lieu à un ouvrage que j'ai là d'ailleurs. Super livre. Ah, génial. Le bouquin, le vert. Le vert. Il y a l'autre après. Voilà, donc je vais te laisser le présenter, mais c'est un super projet, un super livre qui présente différentes typologies d'habitat, avec toujours la thématique de l'éco-construction, des habitats écologiques, mais avec plein de formes différentes, plein de matériaux différents, souvent innovants, souvent décalés par rapport à l'uniformisation et la mondialisation de l'habitat tel qu'on peut le voir malheureusement beaucoup dans les campagnes et puis même dans les centres urbains en France, mais un peu partout. Et du coup, c'est hyper intéressant. Je vais te laisser le présenter et puis après on va en discuter un peu plus. Ok. Alors ce bouquin, à l'origine, c'était une expo. Et cette expo, à l'origine, c'était juste un projet de recherche qu'on avait fait pour le plaisir avec Emmanuel et Mathis. On a fait à l'automne 2018. Et la genèse de l'idée de ce projet, c'était ce que je racontais un petit peu avant. C'était simplement de mettre à disposition nos outils de représentation et de documentation d'architectes qu'on a appris et de les dévoyer, les détourner si on veut, pour aller raconter avec les codes des architectes des techniques informelles, souvent trop peu racontées, ou de façon extrêmement éparse et extrêmement hétérogène sur Internet, dans différents ouvrages, etc. On a eu cette idée que c'était possible, sur un temps relativement court, d'aller voir plein de techniques de construction alternatives et de les documenter de façon synthétique et homogène avec les mêmes codes. Voilà, pour si on veut un peu mettre à disposition, synthétiser, mâcher le travail des professionnels ou du grand public qui connaîtraient pas du tout ce type de technique. Donc voilà, ça a été entre 6 mois et 1 an de recherche pour trouver plus de 32 maisons aux 4 coins de la France qui chacune a été construite avec des techniques très différentes. C'est des maisons en paille porteuse, en pisé, en bauge, en container, en laine de mouton, en balle de riz. Enfin, il y avait des choses très différentes. Et voilà. Et c'est vrai qu'on a eu la chance ça a duré 2 mois et demi cette recherche de terrain. Un jour aller voir une maison en terre, le lendemain aller voir une maison en container, le surlendemain voir une maison en chanvre. On avait l'impression que c'était c'était une démarche qui n'était pas forcément donnée à tout le monde, d'avoir à pouvoir avoir ce point de vue un peu naïf, si je puis dire, de se permettre de faire ça, de passer de maison en maison et recueillir des témoignages parfois assez différents et de les mettre ensemble. Ça c'était l'idée, donc ça a donné effectivement lieu à un voyage de 2 mois et demi. On a mis au point des questionnaires, des protocoles d'entretien, on a recueilli la parole des personnes qui avaient soit construit, soit conçu, et soit qui habitaient ces différentes maisons. Et voilà, donc on a récolté toutes ces données qui étaient du type des données un peu qualitatives, c'est-à-dire du témoignage, du retour d'expérience, mais aussi des données objectives. L'idée c'était de dire que on pose des questions du type qu'est-ce qui constitue votre maison comme matériaux en quantité, par exemple. Donc ça pouvait être de la terre, de la paille, de l'ardoise, de la pierre, des choses comme ça. Et par exemple, est-ce que vous savez combien de kilomètres chacun de ces matériaux a parcouru entre l'endroit d'où il provient et votre maison? Donc et parfois il y avait des réponses claires, parfois des réponses non claires. En tout cas, on a essayé de récupérer ce type d'informations aussi. Donc voilà, donc on a terminé ce travail de recherche avec des classeurs remplis à bord avec beaucoup de données. On a mis quelques mois à synthétiser sous forme d'expo, et qu'après on a synthétisé en 1 an et demi sous forme de bouquin qui est sorti pile pendant le Covid.
Et je sais pas si c'est une coïncidence, mais qui du coup a plutôt pas mal marché et qui a intéressé plein de gens. Ouais, ben c'est un bouquin qui est hyper intéressant pour un public assez large d'ailleurs. À la fois un public pas forcément averti de particuliers qui s'intéressent à l'habitat écologique et qui cherchent de l'inspiration par exemple, parce que comme tu le dis, il y a une trentaine de maisons et elles sont toutes différentes, toutes avec des techniques, des matériaux, une approche, un climat aussi, enfin des territoires qui sont différents, donc ça donne beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration. Mais aussi pour des professionnels du bâtiment, de l'habitat, des architectes ou des maîtres d'œuvre, etc. C'est intéressant parce que comme tu le disais, ça va dans le détail de modes constructifs, des épaisseurs de matériaux qu'on peut utiliser. On va aborder aussi la question du confort, du ressenti et de la pérennité de cette typologie d'habitat. Donc, ouais, c'est un ouvrage hyper riche et puis aussi inspirant dans le sens où il y a beaucoup de typologies d'habitat. Si on ne plonge pas dedans, on peut avoir l'impression parfois que l'habitat aujourd'hui c'est du parpaing ou de la brique et puis pas tellement de choses différentes ou alors c'est très rare. Et en fait, il y a beaucoup finalement d'initiatives dans chaque territoire qui présentent des choses intéressantes en termes d'habitat écologique. Justement, ça a été quoi les enseignements marquants de ce Tour de France sur ce que vous avez pu rencontrer en cours de route? Peut-être la première chose effectivement, c'est un peu ce que tu viens de dire, c'est que si ce bouquin il s'appelle le Tour de France des maisons écologiques, c'est parce qu'effectivement on sait et ça c'est pas si courant que ça, j'ai l'impression de prendre la question de l'habitat écologique et de le confiner à juste la France. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui parlent de construction écologique en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique, etc. Et qu'en fait, sur notre territoire, rien qu'en France, il y a vraiment énormément de projets démonstrateurs ou de projets qui sont un peu plus confidentiels et qu'il faut juste aller dénicher, qui méritent d'être documentés, où des choses sont essayées et sont vraiment très 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 prospectives. Et pour s'en convaincre, il nous a suffi, nous, de découvrir par exemple le réseau de Cuisat, donc porté par Cédric, qui je crois est déjà venu dans ce podcast, et qui est un réseau social qui recense des projets de cette nature un peu partout en France, et ça prend la forme d'une carte sur laquelle on peut identifier les projets pour lesquels on peut venir s'inscrire pour faire des chantiers participatifs. Et rien qu'en consultant cette carte, on se rend compte que le tissu de projets de cette nature est ultra dense dans certaines régions. Enfin, c'est assez impressionnant. Et d'ailleurs, Cuisat nous a beaucoup servi et beaucoup épaulé pour dénicher ces projets. Donc ça, c'est une première chose, c'est qu'il y a beaucoup de choses à voir, parfois très très près de chez soi. L'autre chose, c'est que en tant qu'architecte et praticien, en fait, on peut trouver une sorte de perte de sens et peut-être un sentiment un peu de limite et presque d'incompétence technique en tant qu'architecte quand on débute sa pratique et quand on est en agence. C'est vrai qu'aller voir des personnes comme ça qui ont souvent auto-construit leur maison ou du moins ont dû vraiment s'intéresser à plein de solutions techniques et constructives pour faire advenir leur projet. Voilà, on découvre que c'est à ce type de personnes qu'il faut parler aussi pour monter en compétences techniquement très très fort. C'est-à-dire que en l'espace de 2 mois et demi, on a appris une quantité de données techniques, de réponses constructives que jamais on n'aurait pu espérer dans la moindre formation, dans la moindre école. Enfin, c'était vraiment une formation accélérée pour nous trois qui était inestimable. On a appris comment on construit une yourte, comment on isole des containers et pour résoudre les problèmes de condensation du point de rosée, des différentes solutions de ventilation. Il y avait plutôt le côté très techno avec des VMC double flux dans tous les sens et plutôt des côtés ventilation naturelle. Enfin, énormément de sujets où des personnes, en fonction de leurs envies, en fonction de leurs besoins, en fonction du climat, trouvaient des solutions différentes et nous livraient les solutions qu'ils avaient trouvées. Et ça, c'est vraiment c'était vraiment la meilleure école qu'on puisse imaginer. Donc, on peut que encourager, si c'est possible, tous les architectes, ingénieurs ou praticiens du bâtiment de faire cette démarche-là parce que c'est une très bonne façon de monter en compétences. Et plein d'autres choses en fait. Ce Tour de France, il nous a aussi permis de découvrir qu'il existe dans plein de régions très très différentes aux quatre coins de la France des filières des matériaux et des matériaux locaux qui ont du sens pour la construction de nature différente. C'est vrai qu'on a vu des maisons en paille en Bretagne qui avaient du sens, qui a de la paille par là-bas, etc. On a vu plutôt des maisons en pierre de taille près des carrières du pont du Gard dans la vallée du Rhône. Des maisons plutôt en torchis du côté de l'Alsace parce que le sol s'y prête et qu'il y a une tradition constructive là-bas. Enfin, que tout ça existe encore pour peu qu'on se donne les moyens visiblement
le chercher. Ouais, tout à fait. Ben, on va en parler aussi peut-être dans le deuxième, le deuxième projet que vous avez réalisé qui a donné lieu aussi à un ouvrage qui est passionnant. Et je voulais revenir un petit peu plus sur aussi l'aspect sur les carences aujourd'hui, si on élargit un peu au secteur du bâtiment par rapport à la pratique architecturale. Mais tu le disais, c'est dans les formations en général. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, selon toi, dans les cursus pour que l'habitat écologique, d'une manière large, puisse être plus facilement accessible, plus démocratisé dans la construction? Qu'est-ce qui bloque, selon toi, pour démocratiser ça, et comment est-ce qu'on pourrait essayer d'accélérer ce processus pour intégrer plus d'habitat écologique dans nos projets? Il y a vraiment beaucoup de réponses à cette question très différentes. Je peux essayer de dire celles qui me viennent comme ça. Alors, effectivement, il y a celle de la formation des concepteurs pendant leurs études. Où, effectivement, ça reste encore assez limité. Alors, je crois quand même, pour avoir fait pas mal d'interventions dans les écoles d'architecture, que ça bouge. Les étudiants poussent énormément aussi pour faire évoluer les cursus dans son sens. On a vraiment rencontré beaucoup d'étudiants, y compris en première, en deuxième année, qui, à leur initiative, faisaient bouger la pédagogie, le cursus de l'école pour intégrer ces données-là. À la fois sur la question des matériaux, aussi sur la question de pouvoir faire de plus en plus de workshops, beaucoup plus d'échelle 1. Je crois qu'il y a une très forte demande et à mon avis, ça va plutôt quand même vers le mieux. Voilà, mais bon, c'est pas encore devenu la norme. Je crois aussi que dans le cursus d'ingénieur, ça reste relativement marginal. Aujourd'hui, dans les écoles d'ingénieurs, notamment dans le bâtiment, on apprend plutôt à 90% la construction béton et la construction conventionnelle. Et peut-être que maintenant, alors, il y a un peu de construction bois, il y a peut-être même un peu de biosourcé, je sais pas, hein, mais je suis pas ingénieur. Mais des témoignages que j'en ai, j'ai l'impression ça met quand même longtemps à y venir. Voilà. Ceci étant dit, c'est pas pour rien que le cursus n'évolue pas. C'est parce que le cadre réglementaire n'est pas encore là et n'évolue pas encore. Et c'est le cadre réglementaire qui oriente beaucoup les cursus un peu en archi et beaucoup en ingé, quoi. Je pense qu'il y a ce problème-là. C'est que je dirais même que les archis sont peut-être assez partants et que des ingés qui sont capables qui sont en mesure de travailler avec ce genre de matériaux, il y en a pas non plus à chaque coin de rue. Donc c'est un vrai élément bloquant. Et je veux dire, si le cadre normatif n'évolue pas encore, c'est aussi parce que, un peu pour remonter la chaîne comme ça, c'est parce que le marché n'est pas là. Et si le marché n'est pas là, c'est parce que nous on pense que c'est en très grande partie parce que les industriels et que les filières du conventionnel poussent très très fort pour que ces filières n'évoluent pas. Les filières du ciment, du béton, de l'acier se battent très très fort pour empêcher les filières bois, les filières locales, les filières biosourcées, les filières terre de se développer de façon assez certaine. Je veux dire, encore hier, on discutait avec des carriers et la veille avec une architecte qui travaille avec de la pierre de taille, et on se rend compte qu'aujourd'hui la réglementation est telle que on doit, quand on construit un bâtiment en pierre de taille, on est obligé de tailler la pierre pour faire des chaînages en béton, on est obligé de faire des carottages dans la pierre de taille pour faire des poteaux raidisseurs en béton, ce qui n'a aucun sens sur le plan structurel, et c'est même en fait plutôt un danger pour la pierre de taille. Il en est pareil, il en est de même pour la terre crue, où en fait aujourd'hui on voit des bâtiments en terre crue où les artisans sont contraints de mettre un peu de ciment dans la terre pour la stabiliser, ce qui en fait la met plutôt en péril et qui évidemment dégrade très très fort l'intérêt écologique du bâtiment. Donc comment dire, les industriels des filières conventionnelles sont suffisamment puissants pour orienter la réglementation constructive, la réglementation thermique, et du coup, ça crée des véritables freins qui sont extrêmement durs à lever avec nos maigres moyens face à de tels mastodontes. Enfin, je veux dire, c'en est là aussi. Et donc il faut prendre le problème à la source, voilà, pour que c'est un intérêt
pour libérer aussi la demande de la part des maîtrises d'ouvrage, qu'elle soit privée ou qu'elle soit publique, pour qu'il y ait un marché à saisir pour des ingénieurs, pour des architectes, pour des artisans. Voilà, c'est qu'il faut juste ouvrir la chose. Quand on parlait hier, par exemple, un fabricant de caissons préfabriqués en bois et paille, locaux, voilà, il était extrêmement remonté contre le mode d'attribution des marchés publics, parce que il y a écrit dans les marchés publics des préconisations sur les biosourcés, sur l'utilisation de matériaux impactants, etc. Très peu sur la question des matériaux locaux, et que de toute façon, il n'y a rien qui aujourd'hui contraint dans les marchés publics les maîtrises d'ouvrage à avant tout se rediriger vers les moins-disants en termes d'argent. Donc ouais, il y a beaucoup d'enjeux effectivement. C'est le dernier obstacle, le dernier frein une fois qu'on veut utiliser des matériaux un peu innovants. Où finalement on n'a plus de décennale qui s'applique, on n'a plus d'assurance qui puisse encadrer tout ça, et du coup, alors sur des projets un peu innovants de maître d'ouvrage privé, ça peut quand même fonctionner. On va le voir d'ailleurs avec le COSTIL dont on va parler. Mais sur des projets de maîtrise d'ouvrage public ou de promoteurs immobiliers à plus grande échelle, évidemment, ça bloque tout de suite. Mais on va voir que c'est quand même possible de faire des choses superbes. Et je vous propose du coup de passer sur le projet du COSTIL. Est-ce que tu veux te présenter simplement maintenant que tu nous as rejoint pour dire toi quel est ton rôle dans la coopérative? Ok, avec plaisir. Alors moi je m'appelle Emmanuel. J'étais formé à l'anthropologie et aux constructions en terre au DSA architecture de terre à Grenoble. Et du coup maintenant ma casquette c'est pas vraiment de l'anthropologie, c'est plus participer au projet de recherche quand on fait du journalisme, quand on va interviewer des gens et essayer de le restituer dans des expos et des livres, etc. Et aussi maintenant artisan, où avec Alice qui va nous rejoindre aussi peut-être dans quelques temps, on fait de la construction en terre à Marseille pour rénover des lieux et organiser des chantiers écoles, des chantiers participatifs, de l'accompagnement à l'autoconstruction. Voilà. Ok, excellent. Du coup, je vous propose qu'on aborde peut-être le projet du COSTIL, qui est un projet que vous avez mené ces dernières années, qui a fait l'objet aussi d'un ouvrage que j'ai aussi ici, que je vais vous montrer à l'image, comme ça. Un super livre passionnant où vous analysez bien dans le détail comment faire une rénovation pertinente, locale, avec des matériaux locaux et puis des savoir-faire locaux. C'est vraiment une aventure extrêmement intéressante à parcourir. Donc je vais vous la laisser la présenter quand même. Alors, le projet du COSTIL, c'est un projet, en fait, c'est quelqu'un qu'on connaissait pas qui est venu nous chercher à la suite de notre premier projet de recherche. On avait écrit un livre sur le tour de France des maisons écologiques pour documenter plein de systèmes constructifs alternatifs. Et du coup, à la lecture de ce livre-là, il y a quelqu'un, Rodolphe Landmen, qui nous a contacté pour dire ok, moi je veux avoir un projet très militant, très engagé à différents points de vue. Et le point de vue de la construction, c'est une des parties qui m'intéresse. Et du coup, je veux faire appel à vous pour savoir si ça vous intéresse d'avoir une mission d'archi sur ce projet-là, dans un rôle un peu de démonstrateur assez jusqu'au boutiste. Et voilà. Il faut comprendre que le lieu du COSTIL, c'est un grand domaine qui se veut démonstrateur et pédagogique et sur l'alimentation, sur l'analyse de la biodiversité et sur le thème de la construction en général avec des matériaux naturels locaux. Donc nous, on arrive dans le cadre de comment on peut rénover une petite maison en briques sur ce grand domaine-là qui à terme sera un peu un tiers-lieu ouvert et il se passera plein de choses. Et comment arriver à proposer la rénovation typique c'est le Pays d'Auge, c'est des petites maisons en briques de terre cuite. Comment arriver à proposer quelque chose qui soit pertinent au niveau technique avec des matériaux naturels locaux et qui puisse surtout être un sujet qui nous permette de parler des différents enjeux des matériaux de construction. Donc d'arriver à documenter ce projet-là en se questionnant sur faire de la recherche, aller remonter le chemin de tous les matériaux, mettre des images derrière la gestion forestière, la transformation, la production de chanvre, etc. Et arriver à faire un projet un peu global où à partir d'une rénovation en particulier, on arrive à créer tout un discours et un projet donc, de livre que tu as monté, mais avant tout c'est une expo itinérante, puis de livre qui est juste l'expo en plus approfondi pour parler de tous ces thèmes-là. Donc le projet du COSTIL, c'est un projet d'architecture
et qui nous a permis de faire graviter plein de choses autour de ça. Ouais, ce qui est génial dans cette approche, c'est que vous prenez le territoire d'abord, j'ai l'impression, et les savoir-faire locaux. Vous analysez ce qui existe, ce qui marche depuis des décennies, des centaines d'années. Et à partir de ça, vous essayez de créer le projet architectural, là en l'occurrence une rénovation d'une maison, mais en vous servant des savoir-faire locaux d'abord. Donc il y avait aussi dans votre, je sais pas si c'était dans le cahier des charges initiales, mais dans votre approche en tout cas d'utiliser des matériaux que dans un rayon d'action limité de 100 ou 150 km, je sais plus. Mais voilà, il y a un gros travail en amont, j'ai l'impression, d'analyse du territoire, d'analyse des savoir-faire locaux et de recherche aussi des compétences pour pouvoir après mettre en œuvre ces savoir-faire sur le projet. Et c'est ça qui, à partir de cette recherche-là, de ces données d'entrée-là, vous donne matière à créer le projet et c'est pas l'inverse, quoi. Et c'est un peu à contre-courant, j'ai l'impression, de l'approche de projet qu'on peut voir de manière plus conventionnelle. C'est vrai que c'est vrai que c'est le cahier des charges de départ qui a donné lieu à la fois à la réponse architecturale et pour le projet de recherche. En fait, on a proposé l'idée de faire cette rénovation et extension avec que des matériaux qui mettent d'un rayon de moins de 100 km. Et à partir du moment où on a proposé ce cahier des charges, le projet est devenu un projet de terrain et un projet de recherche, parce que pour trouver une solution locale à moins de 100 km pour toutes les parties du bâtiment, ça a forcément exigé de chercher des solutions, de chercher des personnes qui étaient capables de le faire dans cette région-là, en Normandie, et ça a été beaucoup de temps et beaucoup d'ajustements et d'évolution dans la conception pour s'adapter à la possibilité qu'offraient ces techniques. Donc finalement cette recherche et l'évolution du bâtiment nous ont fait identifier schématiquement 8 matériaux au final qui sont dans le projet, qui vont des fondations jusque à la toiture. Et ces matériaux, c'est la brique, c'est le robinier qui est en pieu de fondation, c'est le Douglas local qui a servi pour l'ossature contreventé en écharpe, un peu d'inspiration des colombages qu'on trouve dans le coin, le chanvre qu'on trouve sous différentes formes dans le projet, en laine, en chêne-vote, la terre qui est aussi sous plein de formes dans le projet, dans les planchers sous forme de quenouille, dans les murs projetés, mélangés avec du chanvre. Il y a aussi le châtaignier qu'on retrouve en bardage, qui est un châtaignier brut, qui est issu d'une petite production à la frontière Bretagne-Normandie, qui sert plutôt habituellement à faire des ganivelles. Il y a du liège de réemploi, des bouchons broyés, et il y a un dernier matériau qui est des pavés de chêne, et c'est du chêne de réemploi, un sol créé avec des anciennes menuiseries chêne réemployées. Voilà. Il y a plein d'autres éléments dans le projet, mais en tout cas, on a identifié ces 8 matériaux qui sont locaux comme assez représentatifs de ce qu'on a trouvé dans cette région et qu'on a réussi à mettre dans ce projet à la fin. Ouais, ce qui est hyper intéressant dans le livre aussi, c'est que vous décrivez à quoi servent ces matériaux, comment ils sont retirés de leur milieu naturel et utilisés, transformés et utilisés après sur le site pour bien comprendre un petit peu les différentes étapes. Il y a des schémas, etc. J'invite les personnes à le parcourir parce que c'est vraiment intéressant au niveau pédagogique. J'ai une question sur l'approche, parce que identifier les matériaux locaux dans une région, on va dire que c'est relativement accessible en regardant un petit peu l'architecture vernaculaire, en se renseignant auprès des différents habitants d'un territoire. Ce qui me semble plus compliqué, et c'est ce que je perçois aussi des retours des différentes personnes avec lesquelles je suis en contact, c'est d'identifier les artisans qui puissent après utiliser, manipuler ces matériaux, les transformer, etc. Toute la chaîne de valeur entre le matériau et puis la mise en œuvre. Voilà, quelle a été votre approche là pour les identifier, pour les trouver, parce que finalement, quand on voit le projet, quand on les livre, ça paraît
Enfin, c'est fascinant, quoi. Il y a tous ces savoir-faire hyper compétents avec une super expertise qui savent justement utiliser ces matériaux et qui ont pu être mobilisés sur le projet. À votre avis, c'est plus une chance un peu locale ou est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait reproduire un peu partout en France et alors, et dans ce cas-là, quelle serait la méthodologie pour essayer d'identifier ces acteurs du projet? Alors, moi, je pense que c'est complètement possible de retrouver dans chaque région des personnes compétentes. C'est vrai que c'est pas non plus la majorité. La majorité des gens sont plutôt formés pour faire du conventionnel et savent faire du conventionnel. Ça peut pas dire que il y a pas plein de personnes qui sont quand même compétentes pour travailler des matériaux naturels dans chaque région. Et ça a surtout vocation à se développer. Il y a pas mal d'antennes qui forment de centres de formation en éco-construction qui ouvrent et qui se développent de plus en plus. Ça, c'est juste pour la vision en France. Pour le projet en Normandie, nous, on a quand même passé beaucoup de temps à trouver des artisans. Ça a été quand même assez long, effectivement, le travail de trouver des artisans qui étaient assez compétents et surtout qui avaient envie de jouer le jeu, en fait, de ce qu'on proposait. À la base, on voulait absolument que ce soit des personnes qui viennent des villages juste à côté, du Sapon-Mauge, des autres villages qui gravitent autour. Et c'est vrai que quand on a, avec du bouche à oreille, quand on a rencontré différents charpentiers, différents maçons, bah finalement il y en a peu qui avaient envie de faire des choses soit qu'ils connaissaient pas, soit il y en a peu qui connaissaient ce type de technique-là. Même aucun en fait. Bah finalement on a quand même travaillé avec un charpentier local qui lui, enfin il y avait deux charpentiers qui étaient capables de faire cette technique-là. Finalement on a travaillé avec un des deux et qui a fait un super boulot, etc. Par contre, c'est plus du côté des maçons et du côté des autres entreprises où là vraiment on a beaucoup cherché et personne ne voulait travailler avec autre chose que du ciment, quoi. Faire ça. Et ensuite, on s'est plutôt appuyé sur des réseaux de gens qu'on connaissait mais qui sont tous, vu qu'on n'a pas beaucoup dans la région aux alentours, ils sont tous surchargés de travail, les différents artisans qui font de la terre, etc. On a 4, 5, 6 par-ci par-là et du coup ils sont surchargés de boulot. Et finalement, on s'est rappelé que pendant le Tour de France des maisons écologiques, on avait visité une maison où il y avait un système d'accompagnement à l'autoconstruction avec un maçon qu'on n'avait pas rencontré mais dont on nous avait dit beaucoup de bien, Landry Davio, et une maison qui est juste à côté du projet du Costil. Et en fait, finalement, on l'a contacté lui et qui lui a été ultra intéressé par le projet parce que très militant, très engagé, très connaisseur sur les constructions avec des matériaux naturels, et est venu visiter le Costil avec toute une équipe de maçons qui viennent d'assez loin mais qui sont venus, qui viennent de Poitiers plus ou moins, et qui sont venus faire un camp de base au Costil pour passer plusieurs mois. Et eux, ils ont fait une grande partie de la rénovation en maçonnerie et même de la production de la construction neuve. Et dernière chose, on s'est aussi beaucoup appuyé sur Ecopertica, qui est une boîte qui faisait, parce qu'elle a fermé, mais peu importe, ça faisait pas mal de temps qu'elle était dans la région et qu'elle était très engagée pour justement produire, faire des liens entre les producteurs de chanvre, notamment, la manière de transformer le chanvre et la manière de l'utiliser dans la construction avec différents artisans capables de faire ça, avec les machines, etc. Et qui étaient surtout très connaisseurs pour analyser le système constructif ancien et qui nous ont aidés à chaque phase. Donc eux, ils ont eu un gros rôle pour nous faciliter la vie, pour nous aider techniquement, pour nous permettre de rencontrer des gens pertinents aussi. Voilà. On s'est appuyé sur des gens aussi qui étaient compétents dans le coin. Qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil à des personnes voilà qui veulent faire un projet entre guillemets avec la même méthodologie dans une autre région de France, serait quoi les premières actions pour trouver les artisans? Ouais, il y a des réseaux sur le RFCP, il y a tout un annuaire avec plein de personnes compétentes en termes de production de matériaux, en termes de mise en œuvre aussi. Sur l'ASTER, ASTE2RE, c'est l'association nationale des constructions en terre. Là-dedans, il y a aussi un annuaire dans chaque région des personnes compétentes pour travailler la terre. Il y a Twiza aussi. Oui, il y a le réseau Twiza dont on a parlé tout à l'heure aussi, qui est un réseau qui recense des chantiers participatifs, mais qui aujourd'hui recense aussi des professionnels qui sont capables qui sont disposés à piloter des chantiers participatifs et qui ont aussi un intérêt pour les techniques de cette nature-là. Et après, il y a aussi des réseaux plus régionaux, type en Normandie, il y a un réseau qui s'appelle l'ARP, qui recense à la fois des producteurs de matériaux locaux transformés, des artisans, des architectes, des acteurs comme ça. En fait, en creusant un peu, il y a plein de réseaux comme ça. Je prends un autre exemple. Par exemple, là, on est en Rhône-Alpes.
à Lyon pour un projet de recherche. Et il y a un réseau qui recense tous les acteurs de la construction en pierre locale, qui s'appelle RONAPI, dans lequel on peut trouver plein de réponses à ce type de questions. Ça existe. Et puis après, il y a quand même peut-être une démarche, c'est que c'est aussi forcément, ça prend du temps, c'est un peu de l'énergie pour aller trouver ces personnes, parce que parfois, il faut un petit peu élargir son diamètre, son rayon de recherche. Mais en tout cas, on dirait que une des meilleures façons de le faire, et c'est un peu comme ça qu'on a réussi aussi à trouver les maisons du Tour de France, des maisons écologiques, c'est de tirer le fil. C'est-à-dire que souvent, quand on rencontre un premier acteur, il nous donne le contact pour un autre matériau, pour une autre compétence d'un autre acteur, qui lui-même va nous donner un contact aussi, et ainsi de suite. Et souvent, en tirant au fil, en fait, on se rend compte que dans un coin précis en France, souvent, c'est un petit monde. Il y a un peu cette démarche-là. Je pense une fois qu'on a le pied dedans, en fait, ça voilà. Et par exemple, c'est vrai qu'Ecopertica nous a aidé à trouver de très très nombreux acteurs, autant pour la fourniture des matériaux que pour la mise en œuvre. Ok, super, merci pour les ressources. Effectivement, il faut un peu de patience, comme tout projet bien ficelé. Vous avez le projet du COSIL, ça sur la phase conception, la phase réalisation, c'est quelle ordre quelle échelle de temps? Ça a été 2 ans entre le début des études et la livraison du chantier, un tout petit peu plus. Ouais, donc ça reste presque un délai standard pour une grosse rénovation de cette ampleur. C'est pas forcément plus oui, c'est complètement standard. Oui. Plus consommateur de temps que. Ok. Ouais. Donc pour l'anecdote, le projet a eu lieu sorti du confinement. Et c'était une période où il y avait énormément de pénurie de matériaux, et y compris de matériaux dits écologiques, mais quand même industriels, type la fibre de bois ou les panneaux à particules. Et ces matériaux, il n'y en a pas dans le projet. Et en fait, là où tous nos collègues architectes ou ingé ou artisans, ont dû mettre leur chantier en pause pendant 6 mois parce qu'il y avait juste plus rien, bah ça n'a pas été notre cas. C'est vrai qu'on a comme on s'était rapproché de notre scieur, d'un scieur local, Franck, on n'a jamais manqué de bois. La terre, on n'en a pas manqué. Le chanvre, on n'en a pas manqué aussi. Enfin, c'est comme on avait un lien direct avec les fournisseurs et les producteurs, on n'a jamais été assujetti à ce genre de problème, sauf pour les fenêtres, qui sont un sujet qui est très difficile pour lequel on reste quand même dans une logique industrielle ou au moins manufacturière qu'on a attendu pendant assez longtemps. Excellent. En tout cas, j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à parcourir ce livre, parce que c'est vraiment super intéressant au niveau de l'approche. Le projet, il est très beau aussi architecturalement. Et mais au-delà de l'aspect architectural, on rentre aussi dans la technique, dans l'analyse du bilan carbone de chaque matériau, de comment ils sont transformés pour les utiliser dans le bâtiment, comment voilà, il y a beaucoup de passion autour de de l'utilisation de ces différents matériaux et des personnes qui les mettent en œuvre. Donc c'est inspirant, c'est vraiment chouette. Donc bravo pour ça. Et on va passer à la dernière partie du podcast. C'est quoi les projets que vous portez actuellement ou que vous avez envie de développer suite à ces différentes expériences? Alors oui, c'est vrai que chaque année est un peu différente. On est une très jeune boîte et on a commencé par faire des projets, le projet de recherche autour de France, etc., même avant d'avoir une structure juridique, une boîte. Et du coup, pour l'instant, on peut dire que chaque année est différente. Ce projet du COSIL, ça nous a beaucoup porté en termes de mission d'architecture, mais aussi mission de recherche, etc. Et là, maintenant, depuis, on a vraiment 2 antennes différentes, une à Marseille et une à Paris. On est 2 et 2. Et du coup, on a des projets d'architecture, mission d'architecture dans la région parisienne et en Normandie. Raphaël pourra expliquer un peu plus. C'est plus Raphaël et Mathis qui portent cette partie-là. Dans le sud, avec Alice, on est plus en train de réaliser des projets des réalisations de murs, d'enduits, de choses comme ça, de formation aussi sur les constructions en terre crue. Il y a un petit réseau avec des charpentiers qui ont du bois local, qui posent des bottes de paille. Nous, on fait des enduits en terre dessus sur différents chantiers. Donc pour l'instant, on est en train de développer notre activité là-dessus. Et par contre, dans la vision un peu plus lointaine, on a toujours envie de reprendre le temps dans le futur, de faire des projets de recherche avec une autre expo, ou peut-être un autre livre, ou peut-être que ce sera un autre format, ce sera
une BD ou des films ou peu importe, mais toujours cette volonté de questionner notre manière d'habiter, tout simplement, que ce soit, enfin, écologique, c'est le terme qui réunit un peu plein d'enjeux différents, mais la question c'est comment avoir un regard critique et des propositions pertinentes sur notre manière d'habiter. Et ça, c'est quelque chose qu'on a envie de porter encore dans d'autres projets, et on ne sait pas exactement ce que ça va donner. Là, on souffle un peu en faisant tourner l'exposition, en animant plein de choses. Ah oui, cette année, on a une grosse partie de notre travail qui est destinée à animer le travail d'exposition au CAUE de Lyon, en Rhône-Alpes. L'expo est accueillie au CAUE pendant 6 mois. Et du coup, on a des missions pour créer une petite recherche aussi qu'on est en train de faire en ce moment sur les matériaux locaux autour de Lyon, comment on peut utiliser les matériaux naturels, etc. et comprendre les enjeux des différents matériaux dans cette région-là. Et arriver à en faire une formation pour des collectivités, des architectes, et animer aussi plein d'ateliers avec des enfants ou des plus vieux pour animer l'exposition. Ouais, ce travail de recherche sur les matériaux par territoire, c'est hyper intéressant. C'est super que vous puissiez le faire aussi du côté de Lyon. J'imagine que ce sera peut-être mis à disposition du public si c'est le CAUE qui le commande. Et si vous le faites dans d'autres régions, ce sera top parce que ça permet de faire un peu un catalogue des matériaux, des savoir-faire de manière précise de ce qui est possible de faire, et c'est hyper utile parce qu'on en manque cruellement. C'est ce qui est chouette, c'est que c'est un peu, c'était notre intuition au départ, c'est que avoir cette démarche dans des régions différentes donne des réponses différentes. Donc effectivement, par exemple en Normandie, les matériaux qu'on a trouvés, c'était plutôt de la terre, c'était le chanvre, c'était le robinet, des choses comme ça. Ici, c'est vrai que dans le Rhône, c'est une région où il y a beaucoup de pierres, par exemple. On a vu différentes carrières pour différents types de pierres. On était dans les carrières de pierre dorée, par exemple, du Beaujolais. Mais hier, on était dans les carrières de Villebois, qui sont des carrières de pierre marbrières, qui sont de différentes tailles. C'est une région où il y a beaucoup de résineux. En fait, très proche de Lyon, il y a des massifs sur lesquels il y a beaucoup de résineux. Et on a visité des exploitants forestiers et des scieries qui arrivent à vendre leur bois dans un rayon de moins de 30 km, ce qui est rarissime pour des scieurs et des exploitants forestiers. On a rencontré beaucoup de personnes qui travaillent dans le réemploi. C'est vrai qu'on est dans une zone métropolitaine où il y a énormément de démolition des constructions. Enfin, le bâtiment, c'est énorme ici. Donc, il y a des acteurs qui travaillent dans ce sens-là. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le Rhône. Et Emmanuel et Alice, par exemple, ont pu faire le même travail l'année dernière en Provence. Ils ont trouvé d'autres types de matériaux. Ils ont découvert qu'il y avait une filière de paille de lavande qui était à disposition potentiellement à disposition pour isoler les bâtiments. Très sérieusement, il reste une filière de production de liège dans le Var, qui est qui est une des dernières filières qui existent en France localement. Il y a quand on s'intéresse au bois, il y a qu'un type de bois qui est vraiment propre à la construction dans ce rayon autour de Marseille, qui est le pin d'Alep. Enfin, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction où, aléatoirement, on mettrait un point en France, on trouve des réponses différentes et des démarches différentes Ouais, et chaque matériau est adapté aussi déjà à son territoire et au climat et à la façon de l'utiliser. Et c'est ça qui est intéressant dans l'approche territoriale des matériaux de la construction, c'est que souvent, et tant mieux, les matériaux qui sont présents localement, ils répondent bien aussi aux attentes climatiques du territoire, donc ça tombe bien. Bon, on arrive à la fin du podcast. Est-ce qu'il y a un livre ou des livres que vous souhaitez partager aux personnes qui nous écoutent? Donc peut-être en plus de ces deux-là que je remonte. C'est sûr, il faut trouver autre chose quand même, c'est trop facile. Oui. Il y a un livre qu'on a lu plusieurs fois tous pendant l'écriture du deuxième bouquin, qui est un bouquin que Emmanuel nous a recommandé, qui s'appelle Main basse sur nos forêts, d'un journaliste qui a plein d'activités, mais entre autres il est journaliste chez Reporter, qui s'appelle Gaspard Dalens, et qui est un bouquin qui fait un état des lieux, une sorte de photographie de qu'est-ce que c'est l'exploitation forestière aujourd'hui en France. Voilà, et c'est à la fois bien écrit, c'est assez imagé, et en même temps c'est nourri par énormément de chiffres qui sont livrés de façon intelligente et assez fine. On n'est pas dans le rapport, on n'est pas dans le pamphlet.
c'est vraiment un parfait mélange des deux. Franchement, c'est génial, quoi. Et il se trouve qu'on a rencontré Gaspard et qu'on a même interviewé pour notre bouquin, donc et c'est génial. Donc ça faut le dire, ouais, c'est trop bien. Ouais, c'est sûr que c'est des livres qui font du bien parce que c'est des gens qui ont pris le temps de faire de vraies études assez longues, assez poussées et qui le restituent de manière très très synthétique. Et donc ça fait gagner énormément de temps, et s'il y avait plus de gens qui faisaient plus d'études comme ça et qui arrivaient assez bien à les reconstruire, ce serait assez facilitant pour tout le monde. Un autre livre qui est pas forcément que, je sais pas, c'est juste que ça fait plaisir d'offrir ce livre-là à des gens. Ça s'appelle Pieds nus sur la terre sacrée. C'est un livre qui est un peu un recueil, enfin c'est pas un peu, c'est complètement un recueil de différents discours de chefs indiens entre le XVIe siècle et aujourd'hui, et qui est ultra intéressant parce que ça amène plein de rapports justement au monde extérieur, même si je sais pas ce qui parlerait de monde extérieur, mais de rapport à ce qui nous entoure, qui est très très différent. Ça amène forcément des remises en question sur nous, comment on appréhende la nature qui nous entoure et comment on s'en sert ou comment on en parle, etc. Et dans ce livre-là, il y a plein de choses vraiment vraiment intéressantes. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Je mettrai les références dans les notes de l'épisode. Avant de se quitter, où est-ce qu'on peut orienter les personnes qui veulent en savoir plus sur vous, vos activités, vous contacter? Alors on a un site internet qui est pas très fourni, mais qui au moins on peut nous contacter sur ce site internet-là. C'est www.anatomiedarchitecture.com. Ok, je mettrai les liens dans les notes de l'épisode. Bon, merci Raphaël, merci Emmanuel pour votre partage, votre temps. Et un grand bravo pour les projets que vous avez réalisés, que vous portez actuellement. C'est très utile, je trouve, dans le secteur, et puis inspirant aussi. C'est vraiment chouette. Donc je vous souhaite le meilleur pour la suite. Également. Merci. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver toutes les références mentionnées par mon invité dans les notes de l'épisode, ainsi que des compléments pour approfondir ces sujets dans la rubrique podcast sur le blog lacaserobinson.fr. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le soutenir en le partageant autour de vous, en vous abonnant et en mettant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça me fera très plaisir et ça permettra au podcast d'être plus visible pour m'aider à accueillir de nouveaux invités. Si vous voulez aller plus loin dans vos projets de création d'habitats plus écologiques, plus sains et qui vous inspirent, sachez que c'est mon métier de vous y aider. Je propose différentes formules d'accompagnement, du coaching à la formation en ligne, et je suis sûr qu'une d'entre elles est faite pour vous. Si malgré tout vous n'y trouvez pas la formule qui vous parle, contactez-moi pour que nous puissions créer ensemble l'accompagnement idéal qui vous aidera à concrétiser vos projets. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de la Case Robinson dans la rubrique accompagnement. lacaserobinson.fr/programme au pluriel-accompagnement. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de partager cet épisode autour de vous, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation sur la Case Robinson.